Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, le présent texte s'inscrit malheureusement en droite ligne du projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale en octobre et tel qu'il a été amendé et voté par le Sénat la semaine dernière. Les mantras sont les mêmes dans les deux textes budgétaires pour 2026. Le refus de l'augmentation des recettes et de la mise à contribution des plus riches y prédomine. En revanche, le sabrage des dépenses et l'abandon des plus vulnérables y sont plébiscités. Dans le cadre des débats sur le PLFSS, vous démontriez déjà, chers collègues, votre conviction que les grandes fortunes et les très grandes entreprises ne doivent pas participer à l'effort du redressement de la dette publique. Ces dernières contribuent certes à l'économie française, mais pour vous, cela leur confère comme un totem d'immunité. Pourtant, elles n'ont pas fait que contribuer, elles ont aussi et surtout engrangé des bénéfices importants. Et depuis 2017, elles ont bénéficié de réductions fiscales diverses et variées. Et vous le savez comme moi, les travailleurs contribuent tout autant à l'économie française. Pas de totem d'immunité pour eux ? Non, et nous déplorons ce deux poids deux mesures, car dans votre logiciel, chers collègues, les grandes entreprises ont visiblement plus de droits que nos concitoyens, pour ce qui relève notamment de l'impôt et de la possibilité de s'enrichir. Mon collègue Thierry Cozic ne dénonçait pas autre chose quand il ouvrait les débats du projet de loi de finances 2026, en rappelant lors de son intervention en discussion générale la préférence du gouvernement et de la droite pour le maintien des aides publiques au secteur privé. De ces préférences coupables, vous avez vous aussi fait la démonstration, chers membres de la majorité, puisque vous avez cette semaine supprimé 8 milliards d'euros de recettes fiscales par rapport au texte initial du gouvernement. Pour arriver à ce résultat, entre autres exploits, il faut signaler votre rejet de la surtaxe sur les grandes entreprises, moins 4 milliards d'euros tout de même. Cette baisse spectaculaire illustre votre appétence pour le maintien d'une société structurée autour de la sécession des riches. Elle interroge par ailleurs sur votre souci de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Vos choix témoignent d'un sens de la responsabilité particulier. Vous acceptez que certains reçoivent plus que ce qui leur est dû, mais pas qu'ils le restituent en cas de crise budgétaire. Pour notre part, nous avons pris acte et avons voté ce jeudi contre la partie recettes du PLF. Et maintenant que nous discutons de sa partie dépenses, alors que les recettes ont été bien rabotées, qui doit payer ? Toujours les mêmes. Et plus particulièrement, les bénéficiaires des politiques publiques financées par la mission Emploi, Travail et Ministères sociaux du présent texte, à savoir les travailleurs, les personnes éloignées de l'emploi et les jeunes à qui est refusée l'occasion d'entrer en emploi. La mission Travail, Emploi et Ministères sociaux est ainsi fragilisée de toutes parts. Voici comment elle devrait évoluer en 2026 par rapport au crédit pour 2025, déjà insuffisant si le texte restait inchangé. Pour l'insertion par l'activité économique et l'emploi, on constaterait une baisse du budget global spectaculaire de près de 30%. Ce sont 60 000 personnes en moins qui seraient accompagnées si les choses devaient rester en l'état. David Cluzot, président de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, le dénonce. On est face à un budget d'appauvrissement général. C'est au-delà de l'austérité. Pas un seul secteur de l'ESS n'est épargné. Concernant les missions locales, la baisse dramatique des autorisations d'engagement d'un montant de 77,2 millions d'euros est telle que ces structures perdraient 1 081 équivalents temps plein pour un total à l'échelle nationale de 14 000 équivalents temps plein environ. Les jeunes sont de fait plus particulièrement ciblés par les baisses de crédit, non seulement dans la présente mission, mais dans tout le PLF. La Banque des territoires souligne ainsi que le PLF 2026 programme une baisse significative des objectifs d'entrée en contrat d'engagement jeunes. Ce sont 16 160 qui seraient prévus en moins par rapport à 2025. France Travail est aussi impacté très négativement. Les sommes qui lui seraient allouées seraient réduites de 187,54 milliards d'euros, ce qui devrait conduire à des suppressions de postes avec 515 équivalents temps plein en moins. Dans ce contexte, quel sera par exemple l'avenir d'expérimentations telles que le programme Avenir Pro, mené depuis 2020 et où France Travail est un partenaire incontournable ? Le journal Les Échos souligne pourtant que grâce au suivi administratif exhaustif des élèves en bac pro permis par cette expérimentation, ces derniers s'en sortent nettement mieux que les autres, notamment dans les territoires ruraux. 1 an après la fin de leur scolarité, ceux qui ne poursuivent pas leurs études et qui ont bénéficié d'Avenir Pro ont un taux d'emploi supérieur de 20 points aux autres. Pour ce qui est de territoires zéro chômeur de longue durée, cette expérimentation a bénéficié en 2025 d'un budget maintenu à 79,63 millions d'euros avec 83 territoires habilités.
En 2026, ce budget connaîtrait une baisse importante en dépit des engagements de l'État, puisqu'il serait fixé à 68,8 millions d'euros. Et ce, alors même que de nouveaux territoires ont été habilités en 2025, induisant mécaniquement des dépenses plus importantes pour 2026. Je vous rappelle par ailleurs, l'État s'était engagé par la loi à financer Territoires zéro chômeur de longue durée de manière plus ambitieuse que ce qui est prévu dans le PLF 2026. La loi de 2020 a en effet prolongé et étendu l'expérimentation jusqu'en 2026 en veillant à garantir la viabilité des emplois créés. On cherche donc la cohérence ici. La fragilisation de la mission Travail, Emploi et Ministères sociaux traduit par ailleurs les politiques de défiance systématique de l'exécutif et de la majorité sénatoriale pour les personnes privées d'emploi. Ces personnes sont systématiquement suspectées de ne pas faire assez d'efforts et d'arbitrer pour le loisir, fut-il vécu dans la misère. Cette défiance envers les travailleurs, les chômeurs et les personnes éloignées de l'emploi s'est manifestée de multiples manières depuis 2017. Pour mémoire, les réformes de l'assurance chômage ont traduit le choix du durcissement et de la dégressivité avec l'allongement de la durée minimale de cotisation. De même, le refus d'offres d'emploi ou de formation, même peu adaptées, entraîne désormais des suspensions ou des suppressions d'allocations. Cette évolution humiliante pour les allocataires qui ont pourtant cotisé afin de bénéficier de ce salaire différé au moment opportun s'inscrit dans une logique répressive et constitue une double peine pour les personnes éloignées de l'emploi. Aujourd'hui encore, comme j'ai pu le faire à de multiples reprises déjà, je le redis, rien ne peut se faire en réduisant les travailleurs au statut d'unité de production dépouillée de droits. De manière plus générale, je veux souligner avec le philosophe et professeur au Collège de France Alain Supiot que la flexibilisation de l'emploi, présentée comme un remède au chômage, a en réalité gravement affecté la protection sociale, mis les travailleurs en concurrence entre eux et les a fragilisés. Elle a affaibli les solidarités et les actions collectives. C'est la raison pour laquelle il me semble, avec le philosophe, que les politiques publiques financées par la mission Travail, Emploi et Ministères sociaux devraient être revues sous l'angle d'une redéfinition du travail et de la prise en compte de l'état professionnel des personnes. Cette approche permettrait de garantir une continuité du statut social tout au long de la vie, indépendamment des changements de situation, emploi, chômage, formation. Une telle logique s'inscrirait en cohérence avec l'objectif de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Son principe, comme le rappelle une étude dont les conclusions sont parues en 2022 dans la revue Travail et Emploi, vise une exhaustivité. Tous les chômeurs de longue durée volontaires, y compris les invisibles non inscrits à Pôle emploi, devraient pouvoir en bénéficier sans sélection préalable et en bénéficiant d'un temps de travail choisi par le travailleur en fonction de ses besoins et de ses contraintes. Une telle démarche obéit au présupposé qui est aussi celui de l'IAE et des chantiers écoles, selon lequel personne n'est inemployable et que ce sont bien les dysfonctionnements du marché du travail, son organisation, qui sont défaillants et non par définition les personnes. Sans minimiser les efforts que doit faire chacun, c'est à la collectivité de se mobiliser pour mettre fin à des modes d'organisation défaillants qui font des individus le problème. La logique d'accompagnement des individus et d'insertion par le travail qui a émergé par nécessité dans les années 70 lors de l'apparition du chômage de masse, le gouvernement lui tourne le dos aujourd'hui avec son projet de budget, alors que la nécessité n'en a pas disparu. Et malgré les efforts faits par notre rapporteur pour remettre un certain nombre de crédits, mais qu'elle prend sur les pics, je le dis maintenant puisque je ne pourrai pas prendre la parole sur l'article, nous ne pouvons accepter qu'on prenne des finances sur les pics pour les remettre là où on les a pris. Nous ne voterons pas les crédits de cette mission emploi-formation.